Bonjour, nous sommes le 7 novembre 2020 et il suffit que j'aille faire un petit tour, prendre un peu l'air pour que M. Trump se fasse battre par M. Biden. Alors, il faut toujours être attentif. Donc je plaisante parce que, bien entendu, je suis content. Vous avez vu que c'est une affaire que j'ai pris vraiment à cœur. Ça fait 5 ans, même un peu plus, puisque j'ai commencé à faire des billets sur Monsieur Trump dans les primaires. Donc là, on était encore en 2015. Et ça fait 5 ans de commentaires, d'analyse. Pays, ce pays qui m'a... Voilà, c'est un pays extrêmement critiquable. Son histoire, au départ, est tout à fait... est une histoire de spoliation, tout cet héritage de l'esclavage n'a jamais été véritablement résolu. Ça fait partie, c'est vraiment le thème central du premier tome que j'ai consacré à Trump, celui que j'ai appelé un objet populiste mal identifié. Et puis voilà, un pays qui se polarise de plus en plus au fil des années, à partir des années 70. Un pays engagé dans des guerres qui ne sont pas coloniales parce que ce pays n'a pas véritablement de colonies. Enfin bon, il y a des cas comme les Philippines, comme Porto Rico, qui sont des cas marginaux. Hawaï, qui est une annexion. Mais enfin sinon, c'est surtout une politique impérialiste au fil des années qui fluctue. Qui est ruthless, qui est sans pitié, sans scrupule souvent. Mais c'est un pays en même temps qui nous... Je l'ai dit la fois dernière dans ma dernière vidéo, qui est un pays qui en fait représente fort l'esprit de l'Europe dans ses bons côtés et dans ses très mauvais aussi. C'est un pays qui, dans son histoire, essentiellement est une histoire de droite plutôt que de gauche. Il y a toujours eu une opposition de gauche extrêmement féconde, extrêmement créatrice. Des gens comme Henri David Thoreau, qui sont des phares de la pensée, des gens comme Charles Sanders Peirce, pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la philosophie, et puis des monuments de la littérature comme le Moby Dick de Melville, des choses que moi j'aime beaucoup comme Jack Kerouac, avec ses origines bretonnes. Un pays, qui est le pays aussi de la contre-culture. Quand on nous dit en France, en 68, voilà, on a inventé ça. Non, c'était un grand mouvement mondial qui venait de plusieurs pays. Des Pays-Bas, c'était une chose que j'avais étudiée moi pour faire mon mémoire de sociologie, le mouvement Provo en 65 aux Pays-Bas, toute la contre-culture américaine à partir des années 64-65 aux États-Unis, avant que ça n'arrive en Europe. Et Trump, voilà, c'est pas terminé Trump parce que il est séditieux, il va encore essayer d'utiliser ses pouvoirs de président autant qu'il peut. Il va essayer de mettre la pagaille. Bien sûr, il va remettre en question les votes qui ont eu lieu, mais ça n'a aucune importance. Le vote populaire dépasse de plus de 4 millions est en faveur de Biden par plus de 4 millions. Alors même si on arrive à renverser, je dirais, une décision ici ou là dans un État, ça n'aura aucun impact sur l'ensemble. On nous a dit au départ, tout de suite, quand on a vu que les premiers résultats, le 4 au matin, que les sondeurs s'étaient trompés de manière magistrale, etc. Mais j'ai insisté tout de suite là-dessus, c'était lié au fait que les votes par correspondance seraient des votes beaucoup plus à gauche, des votes démocrates, que les votes faits dans les bureaux de vote, dans les isoloirs. Il n'était pas clair. On a pu croire que c'était, que d'une certaine manière, Trump allait l'emporter. Et puis petit à petit, bien entendu, quand on a commencé à compter les bulletins de vote, ça a commencé à remonter en faveur de Biden. Ça ne prouvait pas que Biden l'emporterait.
Mais on va se retrouver avec un résultat à l'arrivée de quelque chose, à mon sens, Trump ne peut plus gagner que la Caroline du Nord, ça lui ferait quoi, 229, c'est-à-dire plus de 300 certainement pour Biden et 229 pour Trump, malgré toutes les mesures. Il n'y aura pas, comme l'extrême droite a voulu le dire tout de suite, que tout ça se déciderait devant la Cour suprême. La Cour suprême n'aura pas à intervenir. La Cour suprême n'aura pas à intervenir. Le vote est massivement en faveur de Biden, donc il n'y aura pas de contestation véritable, sauf voilà, des combats d'arrière-garde menés par des juristes, mais dans des cas qui seront perdus d'avance. Ce qui est plus dangereux, évidemment, ce sera ce que Trump a promis, c'est-à-dire d'appeler à la rébellion, d'appeler à l'insurrection ses partisans, qui sont des gens armés, qui constituent des milices. Mais ce dont on avait eu peur, c'est que ces troupes équivoques que Trump était arrivé à réunir pour envoyer, par exemple, dans l'État de Washington, pour envoyer des troupes essayer de s'opposer sur le terrain au mouvement Black Lives Matter, et qui était composé de gens curieux. C'était des gens qui appartiennent au gouvernement, mais ils appartenaient au service des prisons, au service de la garde des frontières. Ça paraissait fort une milice, je dirais, de briques et de broc, et dont on a eu peur. Personnellement, j'ai eu peur qu'on les envoie dans les États où on était en train de compter des bulletins pour aller interrompre le décompte. Suivant cela les instructions de Trump disant ce qu'il a dit dès le 4, il faut arrêter le décompte des bulletins, alors que ces bulletins sont des bulletins légitimes qui ont été envoyés par correspondance. C'est un système qui existe, mais il fallait les décompter parce que dans la plupart des États, on ne permettait pas qu'on ouvre ces enveloppes avant le jour des élections, donc le 3 novembre. Alors maintenant, bon, Trump va essayer, voilà, il va lancer ses derniers feux. Ce qu'il faudra voir, c'est comment les gens du Parti républicain vont réagir. Les gens qui ont été élus, soit qui ont été élus députés au cours de ces élections, puisqu'il y avait aussi une élection législative et partielle du Sénat, les républicains qui ont été élus cette fois-ci et qui ont été élus à la Chambre et au Sénat, ils n'ont plus besoin que Trump approuve ce qu'ils disent. Ils étaient son otage de Trump tant qu'ils n'avaient pas été élus. Mais une fois qu'ils sont élus, maintenant pour 2 ans, pour 4 ans, ils ne risquent rien. Ils ne risquent rien à le laisser tomber. Et on a déjà vu un certain nombre de gens, des gens très à droite, comme comment il s'appelle, Rick Santorum en particulier, faire des déclarations en disant non, s'il est mauvais perdant, il est mauvais perdant, mais il ne faut pas compter sur nous au sein du Parti républicain. Donc j'ai l'impression que dans cette partie qui est perdue, un certain nombre de rats vont quitter le navire et qu'il va se retrouver, il va peut-être essayer une sédition, une insurrection, mais il aura de moins en moins, en tout cas, de soutien de la part du Parti républicain. Et donc c'est mal barré pour lui. Il n'y aura plus que ses troupes de terrain, il n'aura plus que son conseiller d'extrême droite, M. Steve Bannon, disant qu'il faudrait tuer M. Fauci, le conseiller principal en matière de santé, et qu'on se promène avec sa tête sur une pique. Ces gens-là sont quand même en difficulté maintenant. Je viens d'avoir une discussion en famille sur le fait de savoir si ça veut dire que le Parti démocrate va plutôt glisser vers la droite pour essayer de recomposer une sorte d'union nationale, ou va plutôt glisser vers la gauche. J'ai l'impression, moi personnellement, je crois qu'il va plutôt glisser vers la gauche. L'analyse qui consiste à dire, bon, les gens de Trump qui ont voté pour Trump sont des gens de droite,
Et donc, si Biden veut se les concilier, il faudra qu'il bascule à droite. Je crois que c'est pas une très bonne analyse. En fait, les gens, un grand nombre de gens qui ont voté pour Trump défenseur du peuple, populiste à proprement parler. Et je vous avais parlé l'autre jour voilà, d'interviews que j'avais vues de personnes qui étaient des électeurs. Des électeurs qui disaient cette fois-ci je voterai plus pour Trump, je voterai pour Biden, et qui en fait aux primaires étaient des gens qui avaient voté pour les primaires, non pas au sein du Parti républicain, mais au sein du Parti démocrate, où c'était leur vote en faveur de Sanders contre Madame Hillary Clinton qu'ils avaient conduit à voter pour Trump. C'est-à-dire, bon, voilà, ce sont les gens de la tradition ouvrière dans le Michigan, des choses comme ça, des gens comme ça. Et ces gens-là, Biden, s'il veut les récupérer, c'est pas en allant davantage vers la droite, c'est en allant davantage vers la gauche. Mais on va voir. Parce que Mme Kamala Harris, tout le monde dit oui, c'est une femme, c'est formidable. Oui, elle est noire, c'est formidable. D'abord, elle ne serait pas considérée comme noire dans la plupart des pays, mais elle n'a pas de prédisposition, je dirais, à être de gauche, d'après ce que j'ai pu voir de ce qu'elle a fait auparavant. On va voir, mais c'est peut-être un peu prématuré. On a encore 76 jours pendant lesquels, ou 75, pendant lesquels M. Trump peut faire voilà, abuser de ses pouvoirs présidentiels, et on est pratiquement sûr qu'il va le faire. Donc il y aura une période difficile Ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi, 2 mois et demi. Donc il va falloir tenir. Voilà. Est-ce qu'il va essayer de lancer une guerre thermonucléaire pour essayer de convaincre les gens de s'intéresser à nouveau à lui? C'est possible. C'est l'analyse de sa nièce. Sa nièce Mary-Leah Trump. Elle dit. Il n'acceptera pas ça et il préférera nous faire tous sombrer avec lui. Et quand elle dit tous, ça ne veut pas dire seulement les Américains, elle veut dire vraiment tous. Et donc ça nous concerne. Donc il va falloir s'accrocher. Ça va être les montagnes russes pendant 2 mois et demi, jusqu'au moment de la passation des pouvoirs. Il est certain que Trump ne concédera pas qu'il a perdu, c'est pas dans son tempérament, c'est pas voilà, c'est pas quelqu'un qui perd, il peut pas accepter l'idée, donc il ne reconnaîtra pas, il faudra véritablement le sortir de force de la Maison Blanche au moment de la passation des pouvoirs au mois de janvier. Donc tout n'est pas réglé, mais il a perdu. Voilà, il a perdu les élections, il l'a perdu de manière significative. Les sondeurs peuvent pousser un soupir de soulagement. Ils se sont trompés d'un petit peu, mais pas de grand-chose. Ils se sont peut-être trompés de ce 1% dont ils parlaient d'ailleurs, en disant il y a 1% d'électeurs qui prétendent qu'ils ne vont pas voter pour Trump, mais qu'ils voteront quand même. C'est-à-dire qu'ils l'avaient mentionné. Qu'est-ce qu'on va avoir comme écart? On va avoir un écart de l'ordre de, je sais pas, de 50% à 47%, quelque chose comme ça. Monsieur Biden aura la majorité. Il l'a de toute manière par au moins 4 millions de votes au niveau du suffrage universel, et il l'aura sans doute par un nombre significatif de l'ordre du, qu'est-ce que je viens de dire, au moins d'une soixantaine de votes de grands électeurs. Voilà, comment dire, à chaud, un petit point. Je pousse un soupir de soulagement parce que ce monsieur, c'est véritablement la peste. Moi, je l'appelais de manière cohérente et systématique proto-fasciste depuis sa campagne électorale en 2015, avant même l'élection de novembre 2016. Je l'avais vu venir. Il est toujours là. Il a toujours un pouvoir de nuisance, mais je suis certain que des gens comme M. Pompeo, son ministre des Affaires étrangères, que M. William Barr, son ministre de la Justice, qui ont été des véritables toutous envers lui, ne vont pas le suivre dans la déroute. S'ils avaient voulu, ils seraient déjà engagés dans cette direction, et je ne crois pas qu'ils le feront. Des gens extrêmement dévoués comme M. Lindsey Graham, sont plutôt dans le mutisme absolu plutôt que dans la prise de position en faveur de quelqu'un dont depuis 1 heure on sait qu'il a perdu les élections présidentielles.
j'aurai l'occasion d'y revenir. Euh, Ça tombe bien que, voilà, comme le deuxième tome de mon ouvrage sur Monsieur Trump, qui se termine voilà, dans les tout premiers jours du mois de septembre, qu'il ait pu sortir le 5, c'est-à-dire avant-hier, et que, voilà, que déjà les gens s'y intéressent, puisque je passerai en particulier à France Culture, à la grande table, le 20 pour en parler. J'espère qu'il y aura d'autres occasions d'en parler. Il y aura en tout cas aussi l'événement organisé par l'éditeur, les éditions du Croquant, où j'aurai le plaisir. Voilà, c'était une idée à moi, mais elle a accepté avec enthousiasme. C'est quelqu'un que vous connaissez, Susan George, qui est une amie. On est sur le plan politique, on doit être à un dixième de millimètre l'un de l'autre, et ce sera un plaisir voilà, qu'elle introduira un débat entre elle et moi sur la situation des États-Unis à l'occasion de ce webinaire qui durera une heure et demie et auquel tout le monde doit participer, vous tous. Et ça, je ne sais plus quelle est la date, mais aussi c'est dans les jours qui viennent. Ah non, je crois que c'est le 16 que je passe à France Culture, et je crois que c'est le 20 qu'on fait l'événement des éditions de Croquant. Voilà, allez, mais on se retrouve bientôt, je vous le promets.